Salut les petits aventuriers, bienvenue sur le monde des enfants. Ce soir, je vais vous raconter une super belle histoire. Préparez-vous, ça va être fantastique. Let's go! L'histoire de ce soir s'intitule « Le camping Peppa Pig ». Peppa et George sont très excités. Aujourd'hui, ils vont partir en camping. « Maman, papa, on part quand ?» demande Peppa en sautillant. « Très bientôt, Peppa », répond Maman Pig en souriant. « Nous devons d'abord tout préparer. » Papa Pig sort la grande tente du garage. « Peppa, George, vous pouvez nous aider à préparer les sacs de couchage, dit-il. « Oui, papa », répondent Peppa et George en chœur. Peppa et George aident à rouler les sacs de couchage. George essaie de rouler le sien, mais il roule dans l'autre sens et finit par se rouler lui-même. « Oh non, George, tu es devenu un burrito !» rit Peppa. Maman Pig prépare un panier de pique-nique avec des sandwichs, des fruits et des biscuits. « N'oublions pas les lampes de poche, dit-elle. Nous en aurons besoin ce soir. » Papa Pig charge la voiture avec tout le matériel de camping. « Tout est prêt ?» demande-t-il. « Oui, tout est prêt !» répond Maman Pig. Peppa et George sautent de joie. Ils montent dans la voiture et attachent leur ceinture. « En route pour l'aventure !» dit Papa Pig en démarrant la voiture. Peppa et George regardent par la fenêtre, impatients de découvrir le camping. C'est le début d'une grande aventure pour la famille Pig. La famille Pig arrive enfin au camping. Peppa et George regardent autour d'eux avec de grands yeux émerveillés. « Regardez cet endroit, c'est magnifique !» s'exclame Peppa. « Oui, et écoutez les oiseaux !» ajoute Maman Pig. Papa Pig gare la voiture et sort la tente. « Il est temps de monter notre maison de camping », dit-il. Peppa et George aident à dérouler la tente. « Tiens ça bien, George », dit Peppa en tenant un coin de la tente. George tient fermement, mais la tente lui échappe et il tombe en arrière. Peppa rit et l'aide à se relever. « Pas de souci, George, on va y arriver », dit Peppa en souriant. Papa Pig montre comment planter les piquets de la tente. « Regardez, comme ça », dit-il en martelant doucement un piquet dans le sol. Peppa et George essaient de faire de même, mais les piquets sont un peu difficiles à enfoncer. Papa Pig les aide. Enfin, la tente est montée. « Bravo tout le monde !» dit Maman Pig. « Nous avons fini !» Peppa et George sautent de joie. « Maintenant, explorons !» s'écrie Peppa. Ils courent autour du camping, découvrant un lac scintillant tout près. « Regarde, des canards !» s'exclame George. Papa Pig sort une couverture et Maman Pig commence à préparer le pique-nique. « Venez manger quelque chose avant d'explorer plus loin », dit-elle. Peppa et George reviennent en courant. « D'accord, maman !» La famille Pig s'assoit ensemble, profitant de leur première journée au camping. Après le pique-nique, Peppa et George décident d'explorer la forêt avec Papa Pig. « Papa, on peut aller voir la forêt ?» demande Peppa. « Bien sûr, mettons nos bottes et allons-y !» répond Papa Pig. Peppa, George et Papa Pig s'enfoncent dans la forêt. Ils entendent le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. « Écoutez, c'est la nature qui parle », dit Papa Pig. George pointe du doigt un écureuil qui grimpe à un arbre. « Regardez, un écureuil !» s'exclame-t-il. Peppa ramasse une belle feuille rouge. « Je vais la garder pour mon album de souvenirs », dit-elle. Ils continuent de marcher et découvrent une petite rivière. « Regardez, de l'eau !» s'exclame Peppa. George éclabousse un peu d'eau et rit. « Attention, George, ne te mouille pas trop !» dit Papa Pig en riant. Soudain, ils aperçoivent un papillon coloré. « Oh, c'est magnifique !» dit Peppa en le suivant du regard. Papa Pig explique comment les papillons boivent le nectar des fleurs. « Ils sont très importants pour la nature », ajoute-t-il. En marchant,
Ils trouvent une clairière avec des fleurs sauvages. C'est parfait pour jouer à cache-cache, dit Peppa. Ils jouent ensemble, se cachant derrière les arbres et les buissons. George trouve la meilleure cachette et gagne la partie. Fatigués mais heureux, ils retournent au campement. « On a eu une journée géniale », dit Peppa en souriant. « Oui, et ce n'est que le début », ajoute Papa Pig. La famille Pig retourne à leur tente, prête pour de nouvelles aventures le lendemain. Le lendemain matin, Peppa et George se réveillent avec le chant des oiseaux. « C'est une belle journée pour jouer dehors », dit Peppa, en sautant hors de son sac de couchage. Après le petit déjeuner, Papa Pig propose une randonnée. « Mettons nos chaussures de marche et partons à l'aventure, » dit-il. Peppa, George, Maman Pig et Papa Pig partent en randonnée. Ils grimpent sur des petites collines et traversent des sentiers ombragés. « Regardez ces belles fleurs sauvages », dit Maman Pig. George ramasse des pierres intéressantes. « Regardez ce caillou, il est tout brillant », s'exclame-t-il. Après la randonnée, ils retournent au campement pour une pause. « Et si on faisait de la pêche ?» propose Papa Pig. Papa Pig montre à Peppa et George comment lancer une ligne de pêche. « Il faut être patient », explique-t-il. Peppa et George s'assoient tranquillement, leurs yeux fixés sur l'eau. Soudain, George crie « J'ai attrapé quelque chose !» Il tire sur sa ligne et découvre une vieille botte. « Oh non, une botte !» dit George déçu. Peppa rit. « Ce n'est pas grave, George. C'est une botte de pirate peut-être. » Ensuite, ils jouent à des jeux en plein air, comme le frisbee et le ballon. Maman Pig organise même une course à 3 jambes. Peppa et George rient en essayant de courir ensemble. En fin d'après-midi, Papa Pig prépare le feu de camp pour le dîner. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, les enfants, » dit-il. « Oui, c'était très amusant, » répond Peppa. La famille Pig se détend autour du feu, prête à profiter d'une soirée magique sous les étoiles. La nuit tombe doucement sur le camping. Papa Pig allume le feu de camp et les flammes crépitent joyeusement. « Regardez comme c'est beau !» dit Maman Pig en installant des couvertures autour du feu. Peppa et George s'assoient, émerveillés. « C'est magique !» s'exclame Peppa. Papa Pig sort un sac de guimauves. « Qui veut griller des guimauves ?» demande-t-il. « Moi, moi !» crient Peppa et George en même temps. Papa Pig montre comment tenir la guimauve au-dessus du feu sans la brûler. Peppa et George suivent attentivement. George est un peu impatient et sa guimauve devient toute noire. « Oh non, ma guimauve !» dit-il tristement. « Ce n'est pas grave, George, » rit Peppa. « Tu peux essayer encore. » Après avoir mangé des guimauves grillées, Maman Pig propose de raconter des histoires. « Je vais commencer, » dit-elle. Il était une fois une petite étoile qui voulait briller plus fort que toutes les autres. Peppa et George écoutent avec attention l'histoire de l'étoile courageuse. Puis, c'est au tour de Papa Pig. « Mon histoire parle d'un pirate qui cherchait un trésor caché. » Les histoires continuent, chacune plus amusante que la précédente. Les yeux de Peppa et George commencent à se fermer de fatigue. « Regardez les étoiles, » dit Papa Pig doucement. « Vous pouvez voir des constellations. » Peppa et George lèvent les yeux. « Waouh, c'est magnifique !» murmure Peppa. « Bientôt, il sera temps de dormir, » dit Maman Pig. « Mais pour l'instant, profitons encore un peu de cette soirée magique. » Peppa et George s'endorment doucement, bercés par les histoires et le scintillement des étoiles au-dessus d'eux. Le matin suivant, le soleil se lève sur le camping. Peppa et George se réveillent, encore émerveillés par leur nuit sous les étoiles. « Bonjour, tout le monde ?» dit Peppa en sortant de la tente. « On doit rentrer aujourd'hui ?» demande-t-elle, un peu triste. « Oui, Peppa » répond Maman Pig en souriant. « Mais nous avons encore un peu de temps pour profiter. »
Après un dernier petit déjeuner au grand air, la famille Pig commence à démonter le camp. « Peppa, peux-tu plier les sacs de couchage ?» demande Papa Pig. « Oui, papa !» répond Peppa. George aide en ramassant les piquets de la tente, même s'ils sont un peu lourds pour lui. « Regardez, j'ai trouvé un dernier trésor !» dit George en brandissant un joli caillou brillant. Peppa rit et lui donne un câlin. « Maintenant, tout est rangé !» dit Papa Pig en fermant le coffre de la voiture. « Il est temps de dire au revoir. » Peppa et George font un dernier tour du camping, disant au revoir aux canards et aux écureuils. « On reviendra bientôt !» promet Peppa. Sur le chemin du retour, Peppa et George racontent leurs moments préférés. « J'ai adoré griller des guimauves » dit Peppa. « Moi aussi, et j'ai aimé la randonnée » ajoute George. Papa Pig sourit. « Nous avons passé un excellent moment ensemble. Nous reviendrons, c'est certain. » En arrivant à la maison, Maman Pig dit « Maintenant, allons montrer tous nos trésors et raconter nos aventures à grand-mère et grand-père Pig. » Peppa et George sautent de joie. « Oui, on a tellement de choses à raconter, » dit Peppa. Et ainsi, la famille Pig termine leur aventure en camping avec des souvenirs plein la tête et le cœur heureux. Et voilà les amis, notre aventure se termine ici pour aujourd'hui. Il était une fois, dans une petite maison au cœur d'un grand village, un garçon nommé Pierre. Aujourd'hui, Pierre avait une mission spéciale, nettoyer sa chambre. Mais c'était comme chercher un trésor caché sous les montagnes de jouets et de livres. « Ouf, c'est presque une jungle ici !» s'exclama Pierre en soulevant une vieille peluche en forme de dragon. Soudain, quelque chose de brillant attira son regard. C'était un vieux parchemin roulé et noué avec une ficelle rouge. Pierre souffla sur la poussière qui le recouvrait et défit délicatement le nœud. Mais qu'est-ce donc ? Une carte au trésor ? Cria-t-il avec un grand sourire. Oh, quelle journée excitante ! Je vais vivre une aventure incroyable et c'est le meilleur cadeau d'anniversaire que je puisse imaginer. Il déplia la carte avec soin et des lignes sinueuses, des X marqués et des dessins de montagnes mystérieuses se révélèrent. Pierre sauta de joie. Je vais trouver ce trésor et vivre l'aventure de ma vie. Avec la carte en main et un sourire jusqu'aux oreilles, Pierre était prêt à commencer sa grande aventure. Mais avant cela, il regarda autour de lui et se dit avec un clin d'œil. Peut-être que je devrais finir de nettoyer ma chambre pour trouver encore plus de trésors cachés. Et c'est ainsi que Pierre, armé de sa carte au trésor, se prépara à explorer le monde. Mais pas avant d'avoir rangé sa chambre. Chaque jouet et chaque livre doit être à sa place. Après tout, une chambre propre pourrait bien être le début de toutes les aventures. Après avoir fini de ranger sa chambre, Pierre prit sa carte au trésor et sortit de la maison. Il marcha jusqu'à l'orée de la grande forêt qui bordait le village. Là, il s'arrêta un instant, regardant les grands arbres qui murmuraient dans le vent. « Oh là là, c'est grand ici !» murmura Pierre en se grattant la tête. Soudain, un grand bruit de feuilles fit sursauter Pierre. Il se retourna et vit un lion. Mais pas n'importe quel lion. C'était Léon,
Le lion, connu pour sa bravoure et son grand cœur. « Bonjour, petit bonhomme !» rugit Léon avec un grand sourire. « Tu as l'air d'avoir besoin d'un ami pour cette aventure. » Pierre, un peu effrayé, mais surtout curieux, répondit. « Oh, bonjour! Oui, je cherche un trésor. Tu veux venir avec moi ?» Léon éclata de rire. « Oh, bien sûr! Un lion et un petit garçon à la chasse au trésor. Quelle équipe nous ferons !» Et ainsi, avec un lion à ses côtés, Pierre se sentit soudain beaucoup plus brave. Ensemble, ils entrèrent dans la forêt, prêts à affronter tous les mystères et aventures qui les attendaient. « Ne t'inquiète pas, Pierre, » ronronna Léon. « Avec moi, tu es en sécurité. Et puis, qui sait ? Peut-être que nous trouverons des biscuits au trésor. » Pierre rit et suivit son nouvel ami. La forêt ne semblait plus si effrayante avec Léon à ses côtés. Pierre et Léon avançaient à travers la forêt dense, écoutant les oiseaux chanter et les branches craquer sous leurs pieds. Tout à coup, un grand se fit entendre au-dessus de leur tête. « Qu'est-ce que c'était ?» s'exclama Pierre en levant les yeux. « Ne t'inquiète pas, c'est juste moi, Hédard l'aigle, » dit une voix forte venant d'en haut. Un magnifique aigle descendit et se posa élégamment sur une branche près d'eux. « Bonjour, Hédard !» dit Léon avec un sourire. « Nous cherchons un trésor. Veux-tu nous aider ?»« Un trésor, dites-vous ?» ulula Hédard. « Ça sonne comme une grande aventure. Je serais ravie de vous guider et de vous protéger. Avec mes yeux d'aigle, je peux voir très loin. » « Waouh, c'est génial !» s'émerveilla Pierre. « Avec toi dans le ciel et Léon à mes côtés, nous sommes la meilleure équipe d'aventuriers. » « Alors, c'est parti !» cria Hédard en s'envolant. « Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. » Le trio, plein d'énergie et de rire, continua son voyage à travers la forêt. Ils s'entraidaient et partageaient de nombreux moments joyeux. « Oh, attention où tu marches, Pierre !» riait Léon. « Ne trébuche pas sur les racines !» « Et toi, Léon, fais attention à ne pas effrayer les petits oiseaux. » ajouta Hédard en tournoyant au-dessus d'eux. Ensemble, ils avançaient, prêts à affronter tous les défis, guidés par l'œil vigilant d'Hédard dans le ciel. Après avoir quitté la forêt ombragée, Pierre, Léon et Hédard arrivèrent dans une vallée ensoleillée. Là, au milieu de l'herbe haute et des fleurs colorées, ils entendirent un bêlement. « Mais qui va là ?» dit une voix douce. Pierre regarda autour de lui et vit un mouton blanc et duveteux qui les regardait curieusement. « Bonjour, je m'appelle Pierre. Nous cherchons un trésor. Et toi, comment tu t'appelles ?» Le mouton s'approcha en sautillant. « Je suis Cine. Je vis tout seul ici. Vous cherchez un trésor ? Dites-vous ? Ça semble amusant. Puis-je me joindre à vous ? » « Oh, bien sûr, Chine. Plus on est de fous, plus on rit.
répondit Léon en riant. Et ta laine nous gardera au chaud si le temps se rafraîchit. Sean sourit et secoua sa toison. Et je suis prêt. Allons trouver ce trésor. Ainsi, avec Sin dans leur équipe, ils continuèrent leur chemin à travers la vallée. Le mouton partageait joyeusement l'herbe la plus savoureuse, et les autres écoutaient attentivement ces histoires sur la vallée. Attention à ce buisson, il chatouille. Plaisanta Sin en passant à côté d'un buisson fleuri. C'est une vraie aventure avec des amis comme vous. Le soleil se couchait lentement, teintant le ciel de couleurs vives. Tous ensemble, ils se sentaient prêts à affronter n'importe quel défi sur leur chemin vers le trésor. Après avoir traversé la vallée colorée, notre groupe d'aventuriers se trouva face à un grand désert de sable doré. Le soleil brillait si fort et le sable scintillait comme des milliers de petits diamants. Oh, il fait chaud ici. Dit Pierre en essuyant son front. Oui, et le sable est tout chatouilleux. Ajouta Sin en riant, ses sabots soulevant des nuages de sable. Soudain, ils entendirent une voix douce et chantante. Bonjour les voyageurs. Vous semblez avoir chaud. Puis-je vous aider? Devant eux se tenait Camilla, un chameau souriant avec de grands yeux doux. Je m'appelle Camilla. Je connais très bien le désert et je peux vous montrer le chemin le plus facile. Salut Camilla, nous cherchons un trésor. Veux-tu te joindre à notre aventure? Demanda Pierre avec espoir. Avec un clin d'œil, Camilla répondit. Bien sûr, avec plaisir. Et ne vous inquiétez pas, je sais où trouver de l'ombre et de l'eau fraîche. Ensemble, ils traversèrent le désert. Camilla les guidait, évitant les zones trop chaudes et les dunes difficiles. Regardez vos pattes, c'est comme marcher sur un gâteau mou. Oh. Plaisanta Léon, essayant de ne pas s'enfoncer. Et toi, fais attention à ne pas glisser sur le sable. Gloussa Dar, survolant le groupe. Grâce à Camilla, ils avancèrent rapidement et en sécurité à travers le désert. L'amitié et l'entraide rendaient chaque pas plus facile, même sous le soleil brûlant. Après leur longue marche à travers le désert, Pierre, Léon, Sin, Dar et Camilla arrivèrent enfin à l'endroit marqué sur la carte. Ils regardaient autour, mais il n'y avait pas de coffre ni de pièces d'or en vue. Je ne comprends pas. Nous sommes au bon endroit. Où est le trésor? S'interrogea Pierre en scrutant la carte. Dar, planant au-dessus, dit avec un sourire. Peut-être que le trésor n'est pas ce que nous pensions. Sin le mouton ajouta. Avez-vous pensé que notre amitié pourrait être le trésor? Nous avons partagé tant de rires et d'aventures. Camilla le chameau hocha la tête. Oui, et chaque étape de notre voyage a ajouté à notre trésor d'amitié. Léon rugit d'accord. C'est vrai. J'ai plus ri avec vous tous que jamais auparavant. Pierre regarda ses amis et un grand sourire illumina son visage.
Vous avez raison. J'ai trouvé les meilleurs amis du monde. C'est le plus précieux des trésors. Ils se donnèrent tous un grand câlin, riant sous le ciel étoilé. Au fait, joyeux anniversaire, Pierre! Oh oui, joyeux anniversaire, Pierre. Joyeux anniversaire, Pierre. Oh, c'est ton anniversaire? Joyeux anniversaire, Pierre. Dirent-ils ensemble. Et ainsi, notre joyeuse bande d'amis apprit que les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on creuse dans la terre, mais ceux que l'on trouve dans les cœurs partagés. Ils vécurent heureux, explorant de nouveaux mondes et créant des souvenirs ensemble pour toujours. Il était une fois une très belle princesse qui s'appelait Cornebidouille. Oui, oui, une princesse comme on en voit dans les contes, jolie, intelligente et tout. Et ses parents, le roi et la reine, l'adoraient. Ils lui faisaient des mimi bidouilles, des câlinos bidouilles et des chatouillots bidouilles. Il lui bidouillait des mots d'amour. Ma colombe adorée, mon sucre d'orge, mon trésor des îles. Oh oui, quel merveilleux enfant! Les oiseaux se posaient sur ses épaules, les écureuils mangeaient dans sa main, les lapins lui demandaient toujours un petit câlin. Et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, mais c'était sans compter, sans cracrabidouille. Cette vieille et très méchante femme était la tata de Cornebidouille. Elle détestait tout le monde et tout le monde la détestait. En plus, c'était une sorcière redoutable qui rêvait de transmettre ses pouvoirs maléfiques à quelqu'un de la famille. Cette adorable Cornebidouille tombait à point. Ricana-t-elle en écrivant quelques mots sur un papier. Oh, je tuais, ma petite chérie. Sorcière, tu deviendras, comme moi. Et elle envoya son sinistre volatile porter une lettre à Cornebidouille. Quand l'oiseau frappa à la fenêtre, la jeune princesse se précipita. Oh, bonjour. C'est gentil de m'apporter du courrier. Voyons, fit-elle en dépliant joyeusement le petit papier. Qui m'écrit de si bon matin? Ma chérie adorée, j'entends beaucoup parler de toi au château et je ne t'ai toujours pas rencontré. Aussi, trésor de mes vieux jours, je t'invite à venir manger chez moi afin que nous fassions mieux connaissance. À très bientôt, ta bonne tante Cracra. Papa, maman, s'enchanta Cornebidouille en courant vers ses parents. c'est ma tante Cracra. Elle m'invite à manger. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, répondit le roi quelque peu inquiet. Oh, s'il vous plaît, insista Cornebidouille. c'est ma tante tout de même. C'est qu'elle est un peu spéciale, ajouta la reine quelque peu affolée. S'il vous plaît, supplia-t-elle. et pas vraiment commode, et même franchement pas du tout,
renchérirent d'un même cœur les parents. Mais elle insista tant et tant que... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'elle fit dire oui à ses parents. Et surtout, insistèrent le roi et la reine, ne la contrarie pas. Sois absolument gentille car elle est très, très susceptible. Mais déjà, Cornebidouille sautillait comme un pinson dans les escaliers du donjon. Elle arriva enfin devant une étrange porte sombre. Tante Cracra, c'est moi, Cornebidouille. Tire la chaudrinette et la soupinette, ma chérie. Répondit suavement la sorcière dans sa cuisine. La porte s'ouvrit dans un lugubre gémissement. Mon trésor, mon amour, gloussa fieuleusement sa tante. Comme je suis heureuse que tu sois là. J'avais tellement hâte de te rencontrer. Mais assieds-toi, mon bébé. Je t'ai préparé une bonne petite soupe à ma façon. Oh mince, pensa Cornebidouille. et moi qui n'aime pas la soupe. Mais elle se souvint des recommandations de ses parents et n'en fit rien paraître. Quand Cracrabidouille ouvrit la soupière, une odeur épouvantable se répandit dans la pièce, et toutes les mouches et les araignées tombèrent d'un seul coup sur la table. Tante Cracra, soupira Cornebidouille dégoûtée. je n'ai pas vraiment... Je n'ai vraiment pas très faim. Taradata, répondit fermement la sorcière. on ne refuse pas la bonne soupe de sa Cracra, chérie. Attends, je vais t'aider. 3 cuillerées, juste pour goûter. Une cuillerée pour... Maman, répondit timidement Cornebidouille. Fit-elle en avalant. Très bien, ma bichette adorée. Une deuxième pour... papa, soupira la princesse, dont l'estomac se soulevait de tracas. Et la troisième? pour toi, Tata Cracra. Balbutia Cornebidouille, toute chamboulée. Parfait! Jubila sournoisement Cracrabidouille. La tête de la petite princesse retomba lourdement sur la table. Cornebidouille s'était évanouie. Aussitôt, la terrible sorcière s'écria. Au secours! À l'aide! La princesse est malade! Et le lugubre écho de sa voix se répandit comme une traînée de poudre dans tous les couloirs du château. Mais dès qu'elle entendit les premiers pas dans les escaliers, Cracrabidouille se transforma en une énorme chauve-souris et s'envola par la fenêtre en ricanant méchamment. Ha 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 ha! Le roi et la reine se précipitèrent dans le donjon de la maudite mégère. « Ma rose parfumée !» susurra son père. « Mon sucre d'orge !» supplia sa mère. « Oh, s'il te plaît, notre amour, réveille-toi !» Mais Cornebidouille
ne bougeait plus. Ils firent porter la princesse toute pâle dans leur chambre et veillèrent sur elle jour et nuit. On fit venir les plus grands médecins du pays, incapables de se prononcer sur le mal qui la rongeait. La peste peut-être. Non, une indigestion. La coronabédouille. On remarqua aussi qu'un vilain poil lui avait poussé sur le menton. On le coupa, mais celui-ci repoussa aussitôt, plus ferme et plus dru. Elle dormit ainsi 3 jours et 3 nuits, et au matin du 4e jour, elle ouvrit enfin les yeux et s'écria. Nom d'un prout de chameau! Ça pue les toilettes dans ce château! Oh, ma chérie, se précipita sa mère. Te voilà enfin réveillée. Pistrognette! Tête de ver de terre! Laisse-moi passer, face de cabinet! Tempêta Cornebidouille. Amour de ma vie, se réjouit son père. Te voilà enfin guérie. Dégage de là! Fesse de cancre-là! Rugit encore la princesse. Le roi et la reine se regardèrent consternés. Un mauvais réveil, sans doute. Elle doit être encore cracrabidouillée du cervelet. Ça va sûrement passer, s'exclamèrent ses parents. Mais déjà Cornebidouille se ruait dans les couloirs du château, claquant les portes et insultant toutes celles et tous ceux qu'elle rencontrait. Prout de dromadaire! Face de camembert! La délicieuse princesse s'était transformée en une horrible petite sorcière. Et plus le temps s'écoulait, plus ça empirait. Tout le monde la fuyait. Et ses parents, désespérés. Les princes se décharmaient et le royaume s'attristait. Les années passèrent encore. Victime du maléfice de sa tante Cracra, Cornebidouille n'avait plus qu'une seule passion. Préparer des soupes épouvantables qui lui donnaient des pouvoirs magiques. Elle s'enfermait dans sa chambre et faisait cuire dans son chaudron tout ce qui lui tombait sous la main. Un peu de morve de crapaud et du pipi de mulot. 3 poils de souris, un slip de pipi au lit. Et du pipi de mulot, 3 poils de souris. Ainsi, elle pouvait devenir toute petite comme une souris et se cacher dans la cuvette des toilettes. Coucou! Ou devenir très grande et monter jusqu'à la fenêtre de la chambre de ses parents. Coucou! Mais un jour, qu'elle était en pleine tambouille, un sombre corbeau qui tenait un journal dans son bec le déposa sur sa fenêtre. Ah, voyons les nouvelles du monde. Se réjouit Cornebidouille. Et là, ce qu'elle lut lui fit dresser les cheveux sur la tête. Inquiétude dans le monde entier. De plus en plus d'enfants refusent de manger leur soupe. Comment? Cornebidouille faillit s'étrangler. Corne-pistrognette! Ah, les scélérats! Ah, les petits morveux! Osez ne pas manger sa soupe! C'est une honte, un scandale! Mais ils vont voir à qui ils ont affaire, ces tronches de facochères. Croyez-moi, mes mignons, vous allez l'avaler, votre bouillon. Aussitôt, elle empoigna son chaudron, enfourcha son balai et partit comme une furie à travers le monde.
Et c'est à partir de ce jour que Cornebidouille devint la terreur de tous les enfants qui ne voulaient pas manger leur soupe. Dès que les parents prononçaient son nom, tous avalaient leur potage d'un coup. Certains même, complètement affolés, avalaient leur cuillère. Enfin, tous. Pas tout à fait, car il y avait, quelque part dans une maison, un petit garçon qui, même en entendant le nom de Cornebidouille, ne voulait toujours pas manger son potage. « Mais enfin, Pierre, mange ta soupe !»« Non, je veux pas. » Ça, c'est ce qu'on va voir, tête d'entonnoir. Dans un petit village lointain, vivait un garçon nommé Lucas. Lucas était un peu différent des autres enfants, car il avait un don extraordinaire, celui de peindre des choses qui prenaient vie. Un jour d'hiver, alors que la neige tombait doucement du ciel, Lucas décida de sortir dans son jardin pour jouer. « Regardez maman, regardez ce que je peux faire !» s'écria Lucas en tenant un pinceau dans sa main. Sa maman, étonnée, regarda avec curiosité alors que Lucas traçait des formes dans la neige fraîche. Bientôt, les formes commencèrent à bouger et à prendre vie, dansant joyeusement sous les yeux émerveillés de Lucas et sa mère. « Oh, mon petit artiste, tu as vraiment un don magique !» s'exclama sa mère, les yeux brillants d'émerveillement. Lucas sourit fièrement, sachant qu'il avait quelque chose de spécial en lui. Il s'amusait à dessiner des animaux, des arbres et même des personnages imaginaires dans la neige. Tous prenaient vie grâce à son talent unique. « Bientôt je pourrai peindre toute une forêt enchantée !» déclara Lucas avec enthousiasme. Sa mère lui tapota la tête avec affection. « Tu es vraiment spécial, Lucas. Mais n'oublie pas que la magie doit être utilisée avec sagesse. » Lucas hocha la tête, promettant de se souvenir des paroles de sa mère. Et ainsi, avec son pinceau magique à la main, Lucas continua à peindre et à donner vie à ce monde imaginaire, sous le regard attentif de sa mère et des flocons de neige qui tombaient doucement autour d'eux. Dans le village où vivait Lucas, l'hiver était arrivé avec ses flocons de neige virevoltants. Le garçon, toujours aussi joyeux, décida de mettre à profit son don magique. Il entra dans sa chambre où la neige brillait doucement à travers la fenêtre. « Ah, il est temps de peindre un paysage hivernal merveilleux !» s'exclama Lucas avec enthousiasme. Il attrapa son pinceau magique et commença à dessiner sur la toile blanche de sa chambre. Bientôt, des montagnes enneigées, des sapins majestueux et des petits lapins joueurs apparurent sur le mur. Lucas était ravi de voir son art prendre vie. « Mais attends une minute » murmura Lucas en réfléchissant.
Si je peux peindre un hiver éternel, je pourrais avoir de la neige toute l'année. Il sourit malicieusement à cette idée, ignorant les avertissements de sa mère sur l'utilisation sage de la magie. Lucas peignit encore et encore, couvrant chaque centimètre de sa chambre de neige éternelle. Soyez prêts à m'accueillir, mes amis, s'exclama-t-il, pensant à toutes les aventures qu'il pourrait vivre dans son monde éternel. Mais alors qu'il terminait son dernier coup de pinceau, quelque chose d'inattendu se produisit. La neige sur le mur commença à fondre lentement, laissant derrière elle des traces d'humidité. Lucas fronça les sourcils, réalisant que peut-être, juste peut-être, l'hiver ne pouvait pas être piégé après tout. Un jour, alors que Lucas se promenait dans les bois enneigés, il rencontra une vieille femme sage assise sur un tronc d'arbre. Elle avait des cheveux blancs comme la neige et des yeux brillants comme des étoiles. Lucas s'approcha timidement, curieux de découvrir qui était cette étrange dame. « Bonjour, jeune artiste !» dit la vieille dame avec un sourire chaleureux. « Qu'est-ce qui t'amène dans ces bois froids ?» Lucas sourit timidement en réponse. « Je suis Lucas et je suis venu chercher des réponses. J'ai le don de peindre des choses qui prennent vie, mais je me demande si je l'utilise correctement. » La vieille femme hocha la tête avec compréhension. « Ah, la magie est un don puissant, mais il faut savoir comment l'utiliser avec sagesse. » Elle invita Lucas à s'asseoir à ses côtés et lui raconta des histoires sur les saisons et la nature. Elle lui expliqua comment chaque saison avait son propre rôle à jouer dans le cycle de la vie et comment le changement était nécessaire pour la croissance et la beauté du monde. « Regarde autour de toi, Lucas !» dit-elle en tendant la main vers les arbres enneigés. « Vois-tu comment l'hiver prépare le terrain pour le printemps ?» Lucas regarda avec émerveillement les bourgeons cachés sous la neige. Il comprit alors que la magie de la nature était bien plus grande que sa propre magie. Il remercia la vieille dame pour ses sages paroles et promit de les garder à l'esprit alors qu'il continuait son voyage. Alors que Lucas rentrait chez lui, après sa rencontre avec la vieille femme sage, il remarqua quelque chose de très étrange. Les saisons semblaient déséquilibrées. Là où il y avait de la neige, maintenant, il y avait des fleurs qui poussaient. Là où il y avait des feuilles d'automne, maintenant les arbres bourgeonnaient de nouveau. Incroyable! Mais quelque chose ne va pas, murmura Lucas, perplexe. Il se précipita chez lui pour trouver sa mère, les sourcils froncés d'inquiétude. « Maman, quelque chose ne va pas avec les saisons. L'hiver ne semble pas vouloir partir. » Sa mère le regarda avec préoccupation. « Oh mon cher Lucas, c'est parce que tu as essayé de piéger l'hiver avec ta magie.
Tu as créé un déséquilibre dans la nature. Lucas se sentit coupable en entendant cela. Oh non! Que puis-je faire alors pour arranger ça, maman? Sa mère lui sourit doucement. Tu dois trouver un moyen de restaurer l'équilibre des saisons. Mais cette fois-ci, sans utiliser ta magie. Lucas hocha la tête avec détermination. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ce que j'ai brisé, maman. Avec ses amis et sa famille, Lucas se mit au travail pour ramener les saisons à leur place. Ensemble, ils plantèrent des arbres, nettoyèrent les rivières et prièrent pour le retour de l'harmonie dans le monde. Nous y arriverons, j'en suis sûre, déclara Lucas avec un sourire, déterminé à réparer les erreurs qu'il avait commises. Après des jours de travail acharné, Lucas et ses amis commencèrent à voir des signes de changement dans le monde qui les entourait. Les arbres commençaient à bourgeonner, les oiseaux chantaient à nouveau et les fleurs s'épanouissaient joyeusement. « Regardez! Regardez !» s'écria Lucas, pointant du doigt un arbre qui commençait à se couvrir de feuilles vertes tendres. « Nos efforts ont porté leurs fruits !» Ses amis applaudirent avec joie, reconnaissant de voir les saisons retrouver leur cours naturel. « Bravo, Lucas! Tu as vraiment appris à utiliser ta magie avec sagesse !» déclara l'un de ses amis, les yeux brillants d'admiration. Lucas sourit humblement, sachant qu'il ne pouvait pas réussir seul. C'est grâce à l'aide de chacun d'entre vous que nous avons pu restaurer l'harmonie dans le monde. Soudain, un bruissement dans les buissons attira leur attention. Une famille d'écureuils sortit de sa cachette, les yeux pétillants d'excitation. « Merci pour ce que vous avez fait !» s'exclama l'écureuil le plus âgé. « Grâce à vous, nos maisons sont redevenues confortables et sûres. » Lucas sourit, touché par leurs paroles de gratitude. « C'est un plaisir de vous aider, mes amis. Nous devons tous prendre soin de notre monde et de ses habitants. » Quelques semaines après avoir restauré l'harmonie des saisons, Lucas se promenait dans les bois avec un sourire radieux sur son visage. Les arbres étaient en pleine floraison, les oiseaux chantaient joyeusement et le ciel brillait haut dans le ciel. « Ah, quel monde merveilleux nous avons !» s'exclama Lucas, les yeux pétillants d'admiration. Soudain, il entendit un bourdonnement familier au-dessus de sa tête. Il leva les yeux et vit une nuée de papillons multicolores virevoltant dans l'air. Ils semblaient danser en harmonie avec le vent, créant un spectacle magnifique. « Maman, regarde, les papillons !» cria Lucas en pointant du doigt le ciel. Sa mère sourit avec tendresse en regardant les papillons virevolter au-dessus d'eux. « Ils sont vraiment magnifiques, n'est-ce pas ?» Lucas acquiesça avec enthousiasme. « Oui, maman, oui, c'est comme si la nature elle-même nous montrait sa gratitude. »
En regardant les papillons, Lucas réalisa à quel point chaque saison avait sa propre beauté unique. Il comprit que le changement était non seulement inévitable, mais aussi nécessaire pour apprécier pleinement la diversité et la splendeur du monde qui l'entourait. « Je continuerai à peindre, maman », déclara Lucas, déterminé. « Mais cette fois-ci, je capturerai la beauté de chaque saison et la partagerai avec le monde. » Sa mère lui sourit avec fierté. « Tu es vraiment un artiste extraordinaire, mon cher Lucas. Le monde est impatient de voir tes créations. Et moi aussi. » Et c'est ainsi, avec un cœur léger et rempli de gratitude, que Lucas continua son voyage à travers les saisons, sachant qu'il avait appris une leçon précieuse sur la beauté du lâcher-prise et la valeur du changement. Dans la grande et belle savane vivait Nathan le lion. Nathan n'était pas un lion ordinaire, oh non, c'était le roi de la savane. Avec sa grande crinière dorée et son rugissement qui résonnait loin, très loin, il impressionnait tous les animaux. Mais Nathan avait un secret, un tout petit secret qu'il gardait bien caché. Il avait peur des piqûres. « Oh là là, les piqûres, ça pique trop !» disait-il souvent. Un jour, en se promenant, il rencontra Orion le léopard. « Bonjour Nathan, tu es le plus courageux de tous, n'est-ce pas ?» demanda Orion. Nathan se redressa, fier. « Bien sûr, je suis le roi ici. » Mais quand une petite abeille passa en bourdonnant, Nathan fit un bond. « Oh, attention, une bête qui pique !» Orion rit doucement. « Mais Nathan, c'est juste une petite abeille. » Nathan rit aussi, mais un peu gêné. « Ah, oh, bien sûr, je le savais. C'était pour tester ta vigilance. » Tous les deux éclatèrent de rire. Même un roi courageux pouvait avoir peur de quelque chose de tout petit. Mais chut, c'est notre petit secret. Un beau matin, alors que Nathan le lion se réveillait, il entendit du bruit près de l'étang. C'était Rémi le rhinocéros qui parlait fort, très fort. « Une épidémie de grippe arrive, on doit tous faire attention !» s'exclamait Rémi. Nathan fronça ses grands sourcils. « Une épi... quoi ?» demanda-t-il tout confus. « Une épidémie, Nathan! C'est quand beaucoup d'animaux tombent malades en même temps !» expliqua Rémi. « Oh là là, ça ne sonne pas très rigolo !» dit Nathan en faisant une drôle de tête. Juste à ce moment, Sophie la girafe arriva en éternuant. « Atchoum ! Oh, pardon les amis !» dit-elle en souriant. Nathan recula d'un pas. « Oh non, Sophie est déjà malade.
Que faire? S'inquiéta-t-il. Je sais! S'exclama Rémi. Il faut que tout le monde se fasse vacciner pour ne pas tomber malade. Nathan avala sa salive. Vacciner? Ça ne pique pas, ça? Tous les amis se mirent à rire, même Sophie qui éternua encore. Atchou! Oui, mais c'est un petit pic pour un grand bien. Nathan sourit, un peu inquiet, mais prêt à protéger ses amis. D'accord, mais on y va tous ensemble. Ce soir-là, Nathan ne trouvait pas le sommeil. Il pensait très fort à cette chose qui pique, le vaccin. Pourquoi ai-je peur des piqûres? Se demanda-t-il tout haut. Soudain, il se souvint d'un jour lointain, quand il était un petit lionceau. Il avait glissé et s'était fait une égratignure. « Ouille, ça pique !» avait-il crié. Et depuis ce jour, il n'aimait pas ce qui pique. Le lendemain, en jouant avec ses amis, Nathan décida de leur parler de sa peur. Les amis, j'ai un secret. J'ai peur de piqûres. Avoua-t-il timidement. Moi, j'avais peur la première fois, dit Rémi en souriant. Et moi, je n'aime pas quand ça fait atchou, rigola Sophie en se couvrant la bouche. Nathan se sentit un peu mieux. Vraiment? Alors, je ne suis pas seule? tous ensemble on est plus fort. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tous ensemble, on est plus forts. S'exclamèrent-ils. Avec un grand sourire, Nathan se dit que, peut-être, avec ses amis à ses côtés, il pourrait affronter n'importe quelle petite piqûre. Le jour suivant, Nathan et ses amis se réunirent sous le grand baobab. C'était le jour de la grande décision. Je pense que je suis prêt à affronter la piqûre, dit Nathan, d'une voix un peu tremblante. Super Nathan, tu es notre roi courageux, s'exclama Orion le léopard avec un grand sourire. Mais j'ai encore un tout petit peu peur, avoua Nathan. Pas de problème. Sophie la girafe avait une idée brillante. Et si on faisait un jeu? On pourrait s'entraîner à être courageux ensemble. Oui, 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 s'écrièrent tous les amis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Courage! Et ils firent semblant d'être super courageux en faisant des poses héroïques. Nathan rit de voir ses amis si drôles et se sentit un peu plus courageux. Avec vous, je pense que je peux même affronter 10 piqûres. Peut-être juste une pour commencer, hein? Rigola Rémi le rhinocéros. Le grand moment était arrivé. Nathan, accompagné de tous ses amis, marchait vers l'endroit où il faisait des piqûres. Nathan essayait de ne pas trembler. Tu sais, Nathan, c'est comme quand tu rugis très fort.
Tu prends une grande respiration et puis... Sauf que là, pas besoin de rugir, expliqua Orion le léopard en essayant de le rassurer. Arrivé là, Nathan vit que la docteure était une gentille tortue nommée Tania. « Bonjour Nathan, prêt pour ta piqûre de courage ?» demanda-t-elle avec un sourire. Nathan avala sa salive. Je crois que oui. Sophie la girafe lui fit un clin d'œil. Imagine que c'est un petit nuage qui te chatouille. Nathan ferma les yeux, prit une grande respiration et pensa à un nuage chatouilleur. Quand il sentit la piqûre, il sursauta un tout petit peu. Oh, c'était ça? Mais ça ne pique presque pas. Tous ses amis applaudirent. Bravo Nathan, tu es le lion le plus courageux de toute la savane. Nathan sourit de toutes ses dents. Merci les amis, je n'aurais jamais pu le faire sans vous. Et tous ensemble, ils firent la danse de la victoire autour de l'arbre à chatouille, fiers et joyeux. Après sa grande aventure, Nathan le lion était plus heureux et fier que jamais. Il avait appris que même un roi peut avoir peur, mais avec l'aide de ses amis, il peut surmonter n'importe quelle peur. Vous savez quoi? J'ai appris quelque chose d'important, dit Nathan en réunissant tous ses amis sous le grand ciel bleu de la savane. Quoi donc? Quoi donc? Hein? Quoi donc? Demandèrent ses amis curieux. Que le courage, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Ça veut dire qu'on fait face à notre peur pour ceux qu'on aime, expliqua Nathan avec un grand sourire. Et que les piqûres, ça ne fait presque pas mal. Ajouta-t-il en riant. Tous les animaux de la savane rirent avec lui. Dès ce jour, Nathan ne fut pas seulement connu comme le roi courageux de la savane, mais aussi comme le lion qui avait appris à affronter ses peurs grâce à l'amour et au soutien de ses amis. Ensemble, ils vécurent tous heureux, en bonne santé, partageant beaucoup d'aventures et de rires sous le soleil chaud de la belle savane. Cette histoire est à présent terminée les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.